l'Ukraine vient encore de démolir le mythe de la défense aérienne russe. Elle a détruit une autre grande installation militaire russe, éliminant environ 100 soldats ennemis au passage. C'est simplement le dernier d'une longue série d'attaques de plus en plus dévastatrices, parfaitement planifiées et exécutées sans faute, démontrant la puissance croissante des forces armées ukrainiennes et les perspectives de plus en plus faibles de leurs adversaires. Les détails de l'attaque ont été partagés le 21 mai par nul autre que le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky. Il a confirmé que l'équipe Alpha des forces spéciales du service de sécurité ukrainien, le SBU, a mené la frappe qui visait un quartier général du service fédéral de sécurité russe, le FSB, qui se trouvait apparemment près de la ville de Henichesk, une ville portuaire située dans la région partiellement occupée de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Surplombant la mer d'Azov, Henichesk est situé sur la flèche d'Arabit, une langue de terre qui sépare la mer de la mer des Cendres, une série de lagunes salées et qui s'étend jusqu'à l'est de la Crimée. Là-bas, selon les rapports, le FSB avait établi un poste de commandement assez important, certains analystes suggérant qu'ils avaient réaménagé une sorte d'ancien hôtel ou complexe touristique. Peu importe ce que c'était autrefois ou comment c'était utilisé, la zone avait été entièrement prise par le service secret russe, avec 9 bâtiments principaux au total. Chaque bâtiment a été ciblé par les opérateurs de drones ukrainiens, parmi les meilleurs au monde. Certains drones auraient frappé les toits, d'autres seraient entrés par les fenêtres pour exploser à l'intérieur. De grandes explosions ont été signalées sur le site, suivies d'un immense incendie. Des preuves vidéo partagées en ligne par le SBU confirment cela, montrant clairement l'impact massif des drones percutant le complexe et provoquant d'immenses gerbes de feu, d'éclats et de fumée. De plus, le service de surveillance satellitaire de la NASA a détecté de fortes signatures thermiques sur les sites frappés le 17 mai, date à laquelle l'attaque aurait eu lieu. Le rapport de Zelensky a aussi apporté de nouveaux éclaircissements sur la frappe. Les soldats du centre des opérations spéciales A du SBU obtiennent de bons résultats. Le quartier général des officiers du FSB russe a été touché, et un complexe anti-aérien Pantsir S-On a été détruit sur notre territoire temporairement occupé. Lors de cette seule opération, les Russes ont perdu environ 100 occupants tués ou blessés. Les Russes doivent de comprendre qu'ils doivent mettre fin à leur guerre. Les sanctions ukrainiennes à moyenne et longue portée continueront de fonctionner. Examinons les faits d'un peu plus près. Zelensky a d'abord évoqué un Pantsir sans l'une des meilleures défenses aériennes russes. Faisant partie de la grande famille Pantsir, le S-1 est un système automoteur de missiles solaires et d'artillerie anti-aérienne à courte et moyenne portée, conçu principalement pour protéger les unités militaires, les infrastructures et même d'autres défenses aériennes. Il combine des canons automatiques de 30 mm et des missiles guidés par radar, utilisant un radar d'acquisition et des systèmes électro-optiques pour suivre jusqu'à 40 cibles qu'on course à la fois. Il peut aussi traiter plusieurs menaces à la fois, des avions et hélicoptères aux drones et munitions de précision. En bref, il s'agit d'un matériel relativement haut de gamme, et les Pantsir ont été utilisés de manière intensive au cours du conflit jusqu'à présent. La Russie les a utilisés pour contrer les essaims de drones ukrainiens, et les avions à basse altitude par exemple. Chaque unité peut coûter 20 millions de dollars, donc sa destruction par l'Ukraine est un vrai succès pour Kiev, et un nouveau casse-tête économique pour l'ennemi. Il y a aussi le coût humain de l'attaque. Une centaine de soldats russes auraient été tués ou blessés en une journée. Aucune confirmation indépendante du nombre de morts, mais les vidéos montrent la situation clairement. Les explosions sont si puissantes qu'il est presque impossible que quiconque dans ces bâtiments ait pu s'en sortir indemne. Même si l'estimation ukrainienne semble exagérée, il est probable qu'il y ait eu au moins des dizaines de victimes russes. Mais peut-être que l'élément le plus accablant de toute cette histoire, c'est le fait qu'il y avait un système de défense aérienne dans cette zone, le Pantsir S-On, et pourtant il n'a manifestement pas suffi à protéger l'installation, ni même à se défendre lui-même. Selon les analystes, ces drones ont probablement parcouru environ 200 km, soit 125 miles pour atteindre leur destination, voire plus, selon l'endroit d'où ils ont été lancés. Ils ont parcouru tout ce chemin, traversant potentiellement d'autres défenses aériennes en route, ainsi que le Pantsir qu'ils ont finalement éliminé, mais ils n'ont tout de même pas été abattus. L'ampleur de l'impact indique que les drones transportèrent des ogives plus grosses que la normale. Pendant longtemps, lorsqu'il s'agissait de planifier et d'exécuter des attaques de drones, l'Ukraine était souvent obligée de choisir entre la portée ou la charge d'explosives.
Elle devait choisir. Envoyer ses drones plus loin avec de plus petites ogives, ou privilégier la puissance explosive sur des cibles proches. D'après ce que nous savons de cette attaque, cependant, il semble que le problème de ce compromis ait enfin été résolu, car l'Ukraine semble lancer des attaques de drones plus destructrices et dévastatrices sur des cibles situées à des distances importantes. Et ce n'est pas un incident isolé. Cela fait partie d'une liste de plus en plus longue d'exemples montrant que la Russie est totalement incapable de protéger adéquatement ses sites les plus importants, même ceux qui sont assez éloignés des lignes de front. En effet, seulement quelques jours après l'attaque de Kherson, dans la nuit du 19 mai, l'Ukraine a célébré une autre frappe réussie, cette fois en plein cœur de la région occupée de Donetsk, dans la ville de Chisnir. Des pilotes de drones des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote ont mené une attaque de précision contre leurs homologues russes. Ils ont détruit un centre d'entraînement des forces russes pour former des opérateurs de drones. Robert Brovdi, surnommé Magyar, l'un des porte-paroles les plus connus des forces des systèmes sans pilote, a partagé les détails de l'attaque sur Facebook. Il a révélé que la mission avait été nommée Neige pour Akhmat, car Chizna se traduit par neigeux en anglais. Magyar a précisé que 11 drones d'attaque ont été utilisés, chacun doté d'ogives de 100 kg, soit 220 livres, puis a révélé l'impact de l'attaque. Nous avons frappé un centre d'entraînement et de production, ainsi qu'un point de déploiement temporaire du 78e régiment motorisé d'opérations spéciales Seva Akhmat, nommé d'après A.A. Kadyrov, opérant au sein de la 42e division de l'armée des Verts. Le bâtiment principal a 2 étages, couvrant 2484 mètres carrés, abritait des installations d'assemblage de drones et d'ogives ainsi qu'un étage où le personnel était stationné. Le stock de munitions dans le sous-sol a laissé un souvenir inoubliable aux Verts qui se trouvèrent sur place. Magyar a ajouté qu'environ 65 cadets des forces spéciales russes et le chef du centre, aussi docteur à l'académie russe des services de roquettes et d'artillerie sous le nom de code Bouri, ont été tués lors de l'attaque. C'est exactement le type d'endroit que les Russes devraient pouvoir protéger. Situé en territoire occupé, ce site militaire important aurait dû être protégé par des défenses aériennes adéquates, surtout pour ce qui est censé être la 2e armée mondiale. Encore une fois, des drones ukrainiens ont pénétré la zone et atteint leur cible sans opposition ni sanction. Ce phénomène devient de plus en plus fréquent à mesure que la guerre continue. Fin avril, des opérateurs de drones du 413e régiment indépendant des forces des systèmes sans pilote ont frappé le centre Base Sarmat, important site russe de développement de drones dans la région occupée de Zaporijia. Selon le rapport de l'armée, la frappe a visé un point de déploiement temporaire, ainsi que plusieurs ateliers où les forces russes fabriquaient et équipaient tout, des drones aux systèmes robotiques terrestres et aux équipements de guerre électroniques. Début avril, une attaque plus massive a vu de nombreuses cibles détruites par les drones ukrainiens. Au cours d'une seule nuit, le 15 avril, les forces de systèmes sans pilote ont éliminé 3 systèmes distincts de missiles de défense aérienne, 2 bases Iskander, une base Rubicon, 2 dépôts de pétrole, un dépôt de munitions en Crimée et plusieurs installations militaires à Donetsk. Pour un total de 16 cibles. Encore une fois, Magyar partageait fièrement en ligne comment les pilotes du 9e bataillon Kirov de la 414e brigade séparée des oiseaux de Magyar ont réussi cette attaque presque miraculeuse. Il ne se passe presque plus une semaine sans qu'un gros titre ou reportage annonce une nouvelle frappe de ce type. Les drones ukrainiens détruisent régulièrement des cibles russes importantes, visant surtout les systèmes de défense aérienne ou les infrastructures qu'ils protègent. Avant d'analyser les impacts à long terme de ces attaques, abonnez-vous à The Military Show si vous souhaitez plus de ce type d'analyse. Nous analysons cela ainsi chaque semaine. La fréquence croissante de ces attaques aggrave la situation de la Russie. Certains blogueurs militaires nationalistes radicaux expriment déjà leur frustration et se retournent contre le Kremlin, se demandant comment et pourquoi de telles attaques sont permises. Leur colère est compréhensible. La Russie est censée être l'une des plus grandes puissances militaires mondiales. Elle doit affronter un adversaire bien plus petit et faible. Elle aurait dû gagner cette guerre il y a des années. Pourtant, nous sommes ici plus de 4 ans après le début des combats, et, au lieu d'être au bord de la victoire, la Russie n'a jamais paru aussi faible, tandis que l'Ukraine est devenue de plus en plus forte. Et des attaques, comme celle-ci, servent vraiment à mettre en évidence les différences spectaculaires entre les stratégies, les tactiques et les capacités globales des deux camps à s'adapter aux défis auxquels ils sont confrontés et aux conditions changeantes de la guerre dans son ensemble. D'un côté, il y a la Russie, qui depuis le premier jour a essentiellement agi avec la conviction inébranlable que la force brute est tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre.
Bien que ces tactiques aient pu légèrement évoluer au fil du temps, passant d'une focalisation initiale sur les blindés et les assauts mécanisés à une utilisation accrue des drones et des bombes planantes, la stratégie globale a toujours semblé se résumer à un principe simple. Si la Russie envoie assez d'hommes et de munitions contre l'Ukraine, elle gagnera. Les défenses du pays finiront par céder. Même si cela coûte 1 million de vies et des milliards de dollars de matériel, la victoire du Kremlin devrait être inévitable. Le problème, c'est que même si une victoire russe pouvait sembler inévitable au premier stade de la guerre, cela ne paraît plus du tout ainsi depuis plusieurs années maintenant. Les gains territoriaux du pays ont diminué, ses pertes ont explosé, et ses progrès vers la réalisation de ses objectifs se sont arrêtés, stagnent, et ont même régressé dans certaines zones. Cela ne signifie pas que la Russie est sur le point de perdre la guerre ou qu'elle ne cause plus de dégâts à l'Ukraine. La machine de guerre du Kremlin continue d'effectuer presque quotidiennement des frappes à longue portée sur les villes et agglomérations ukrainiennes, en s'appuyant fortement sur des missiles et des drones pour cela. Elle continue de tuer des civils et de détruire massivement les infrastructures. Pourtant l'Ukraine continue de résister. Parce que même si l'approche de la Russie provoque beaucoup d'effusions de sang et de brutalité, c'est aussi une approche qui manque de toute forme de direction ou d'intention claire. Le Kremlin semble simplement penser qu'il lui suffit de continuer à pousser, d'envoyer les essaims de drones, les missiles et les bombes planantes, et qu'éventuellement, l'Ukraine finira par plier et céder. Il maintient la pression, mais, en général, il fait simplement la même chose encore et encore, tout en s'attendant d'une manière ou d'une autre à des résultats différents. Pendant ce temps, de l'autre côté de ce conflit, nous avons l'Ukraine, qui a adopté une approche radicalement différente de la guerre, en se concentrant sur l'innovation, l'adaptation et l'optimisation de chaque ressource à sa disposition. La logique des frappes russes de drones et missiles reste difficile à comprendre. Il est plus simple d'observer cela côté Ukraine. La frappe contre la base du FSB, ajoutée aux récentes attaques sur des centres d'entraînement de drones, des défenses aériennes et d'autres sites militaires, montre clairement le plan du pays, qui se déroule en 2 phases. La première étape vise à éliminer un maximum de défenses aériennes russes. Les S-300, S-400, Pansir, Buk, Tor, tous ces systèmes et d'autres encore sont traqués et éliminés par les équipes de drones ukrainiennes, tombant comme des dominos semaine après semaine. Certains coûtent des dizaines ou des centaines de millions de dollars, voire près d'1 milliard. Chaque fois qu'un de ces systèmes est détruit, la Russie subit une perte financière importante, et elle ne dispose pas d'un stock illimité de ces systèmes pour simplement remplacer ceux qui sont détruits. Fabriquer d'autres unités demande temps, argent et matériaux, laissant la Russie avec plus de failles dans ses défenses. C'est là qu'intervient la deuxième phase. Après avoir neutralisé les défenses, l'Ukraine peut utiliser des armes plus lourdes, comme de grands drones plus lents, mais capables de transporter des charges bien plus importantes contre les infrastructures russes. C'est pourquoi raffineries, nœuds logistiques, postes de commandement, quartiers généraux et autres cibles majeures sont incendiés chaque semaine par les munitions ukrainiennes. Ce n'est pas par hasard ou par chance, c'est intentionnel. L'Ukraine recueille en permanence des informations sur l'ennemi, identifie ses défenses et cherche les meilleurs moyens de les éliminer. Elle s'est beaucoup améliorée dans tous ces domaines au fil de la guerre. En effet, si l'on remonte de seulement quelques années en arrière, ce genre de choses n'arrivait tout simplement pas avec une telle régularité. L'Ukraine menait parfois des frappes en profondeur contre des cibles russes, mais celles-ci restaient généralement sporadiques, parfois espacées de semaines ou de mois. Et elles ne causaient pas toujours autant de dégâts, car le pays ne disposait pas encore des armes sophistiquées ni de l'expérience supplémentaire qu'il possède aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Plus résiliente et mieux équipée pour faire face aux conditions du conflit, l'Ukraine sème le chaos chez son ennemi et ne lui laisse presque pas le temps de reprendre son souffle entre chaque attaque. De même, il fut un temps dans cette guerre où les seuls Russes réellement exposés au risque d'être tués par des drones ukrainiens étaient ceux qui se trouvaient en première ligne, ou tout près, car les drones ne pouvaient aller très loin avant d'être inévitablement abattus. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une toute autre histoire. De plus en plus, on voit des rapports faisant état de drones ukrainiens, parcourant des dizaines, voire des centaines de kilomètres en territoire ennemi, profondément dans les régions occupées, ou même au-delà de la frontière, en Russie, traquant et détruisant les troupes du Kremlin avec facilité. Personne n'est en sécurité, aucun endroit n'est sûr. Tout cela est dû au plan directeur de l'Ukraine, qui vise simplement à rendre cette guerre aussi difficile que possible à mener pour la Russie. L'objectif est de neutraliser les défenses ennemies, détruire leurs principaux atouts, et couper les lignes d'approvisionnement qui continuent d'alimenter le front et la machine de guerre du Kremlin. Et cela fonctionne très bien.
À mesure que la Russie s'affaiblit, l'Ukraine se renforce. Plus elle élimine de défense, plus de voies s'ouvrent pour d'autres attaques. Plus elle détruit d'infrastructures, plus la Russie doit consacrer de temps et d'argent aux réparations. Plus elle coupe de lignes d'approvisionnement, plus il devient difficile pour les forces du Kremlin en première ligne de survivre et de planifier leurs prochaines actions. L'Ukraine pourrait désormais, en théorie, mener presque chaque jour des frappes en profondeur contre des cibles russes de grande valeur. En fait, entre le 1er et le 21 mai, les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote ont déclaré avoir éliminé au total 20 systèmes de défense aérienne. Cela fait environ 1 par jour, ce qui n'est pas tenable pour la Russie. Comment espérer gagner une guerre si le pays ne protège même pas ses infrastructures loin du front? Comment peut-il continuer à espérer une sorte de victoire inévitable alors que ses défenses tombent comme des mouches? La réponse est simple, il ne le peut pas. La Russie est en train de perdre. Elle subit des frappes répétées, et ses chefs militaires restent sans solution face au problème. Ils doivent rationner leurs défenses aériennes restantes en repositionnant les systèmes vers les lieux stratégiques, laissant d'autres zones exposées. La preuve en est sans doute la plus visible en Crimée, où les blogueurs militaires russes se plaignent que le Kremlin semble avoir abandonné toute idée de tenter de défendre correctement le territoire qu'il a illégalement annexé en 2014. Un blogueur appelé Maxime Kalachnikov, par exemple, dit « La route terrestre vers la Crimée ressemble de plus en plus aux routes d'Afghanistan dans les années 1980. Des carcasses de véhicules jonchent les routes. L'ennemi entrave l'approvisionnement par drone. » Un blogueur affirme qu'il existe un effort systématique pour couper le corridor logistique terrestre vers la Crimée, tandis que Romanov remarque que le nombre et la fréquence de ces attaques vont bientôt augmenter. Toutefois, ce n'est pas évident pour le ministère de la Défense et l'état-major général russe. L'itinéraire ne comporte pas de poste de surveillance aérienne, donc personne ne contrera les équipes de drones. Il ajoute qu'il n'y a personne dans la zone pour protéger les civils, pas de groupe d'observation mobile, pas de filet de protection installé pour se prémunir contre de futures attaques de drones. Encore une fois, ce n'est pas normal. Dans le passé, dans les zones importantes pour des raisons logistiques ou proches de la ligne de front, la Russie était au moins capable de mettre en place un dispositif défensif correct. Elle disposait notamment de filets, de mesures anti-drones, de brouilleurs électroniques et d'équipes mobiles de drones. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Mais ce n'est pas parce que la Russie s'en moque ou ne veut pas défendre les territoires qu'elle a pris. C'est simplement que l'Ukraine frappe au bon moment et aux bons endroits, rendant presque impossible à l'ennemi d'organiser une défense sérieuse. Avec moins d'atouts et de ressources, et plus de frappes sur ses infrastructures et défenses, la Russie fait face à des perspectives jamais aussi sombres. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'effondrement catastrophique du pays dans cette vidéo. Ou, pour un autre exemple de la façon dont l'Ukraine a surpassé son adversaire, regardez cette vidéo montrant comment les hackers d'élite de Kyiv ont réussi à attirer des Russes sans méfiance dans des pièges mortels sans issue. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses, d'informations et d'actualités militaires du monde entier. Et merci comme toujours de nous regarder.